Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Ce matin, je reçois Bidiz, je reçois Julien, qui est un des cofondateurs et CEO de Bidiz. Hier soir, on était à une soirée justement organisée par Bidiz qui visait en fait à lancer sa nouvelle plateforme. Et du coup, on a trouvé intéressant ce matin d'inviter Julien pour rebondir sur ce lancement de nouvelles solutions et nous expliquer déjà dans quel contexte est lancée cette solution et puis ce que ça va apporter au monde de la formation, au monde du learning. Bonjour Julien. Bonjour Christophe, merci de prolonger la soirée. Bon, Alors, on a dormi on n'a pas dormi. Un petit peu, heureusement. Alors, Julien, je te laisse représenter Bidiz rapidement, quelques chiffres. Ensuite, tu nous parleras un petit peu de tes clients et de ce que fait Bidiz. Effectivement, alors je vais représenter succinctement. Hein, là, effectivement, le but n'est pas de vous faire une présentation classique. Je pense je vois dans les noms présents qu'il y a déjà pas mal de gens que je connais. Et pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une présentation directe du sujet. Voilà, là, le but, c'est plutôt de vous montrer vers quoi on va et du coup, comment on s'inscrit dans cette tendance aussi de l'attraction et surtout l'engagement des talents, parce que c'est aussi le sujet aujourd'hui qui vous intéresse, je pense. On va être vraiment sur cette lignée-là. Donc rapidement, ce que je disais il y a encore quelques heures hier soir sur Bidi, c'est quoi? On avait de beaux accomplissements ces 7 dernières années, puisque Bidis existe depuis 7 ans. On a de beaux accomplissements, beaucoup d'utilisateurs actifs, hein, plus d'1 million aujourd'hui, beaucoup de savoir transmis avec plus de 5 millions de capsules terminées. Donc la capsule, c'est un format Bidis très tourné vers l'engagement, avec beaucoup d'interactions, avec beaucoup de gamification, une trentaine d'activités et de supports différents. On est aussi toujours tourné, nous, vers la complétion des contenus. Donc, on est sur un taux moyen de 90 de taux de complétion de nos contenus de formation, ce qui est voilà, un bon résultat. On est très content. C'est aussi plus de 150 clients, beaucoup de grandes entreprises, de grandes ETI, mais aussi des entreprises de toute taille. Une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui, hein. On est à peu près grossi, doublé les dernières années. Donc, on a aussi une belle équipe autour de ce projet-là. Et puis, voilà, c'est ce que j'expliquais hier, c'est que c'est déjà aussi, petit à petit un projet international puisque l'application est déployée dans une quarantaine de pays aujourd'hui et dans 26 langues. Quelques chiffres clés parce qu'on fonctionne aussi beaucoup comme ça chez Bidiz, en KPI pour nos clients. On les travaille avec eux en début de projet, quels vont être leurs objectifs en termes de chiffres et on les suit de très près. Il y en a plein que je pourrais vous donner, mais voilà certains qui sont intéressants. Des KPI autour de l'engagement et la complétion, bien sûr. Donc vous avez des entreprises comme Antemeta où on est sur 100 d'utilisateurs actifs. C'est pas que de l'obligatoire, hein, je le précise, sinon ce serait des friches. Donc on peut arriver à ces choses-là avec un bon accompagnement et une bonne animation de la connaissance. Des entreprises comme Extia qui ont des 90 de taux de complétion aussi sur des contenus qui ne sont pas forcément, évidents pour avoir ces taux de complétion-là. Et puis on est aussi sur de la transmission de savoir. Il faut savoir que Bidiz est toujours, autour de cette mission de, faciliter l'apprentissage et la transmission des connaissances. Pour nous, c'est les 2 faces d'une même pièce. Et donc sur la transmission des connaissances, on a des entreprises comme RATP qui sont à plus d'1,5 million de capsules terminées. Des boîtes très intéressantes comme Leroy Merlin, qui est un partenaire depuis aussi le début, comme RATP, qui ont réussi à faire que 80 pardon, des auteurs de contenu soient hors service formation. Donc, on a des directeurs de magasins, des responsables marketing, des experts métiers ou même des passionnés d'un sujet qui vont participer à ce cycle de la connaissance. Et puis, c'est aussi des indicateurs de réussite, hein, qu'on a, notamment avec le secteur de l'éducation, avec lequel on travaille pas depuis le début, mais où ça commence à être vraiment intéressant sur les formats Bidiz. On a des écoles comme l'ECE, on a des 96 de taux de réussite. On a des boîtes comme Promode où on arrive aussi à embarquer beaucoup de gens en formation certifiée. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques KPI et bien vous mettre en tête, puisque ça sera sûrement l'objet de discussion aussi aujourd'hui, qu'on fonctionne beaucoup comme ça. On pose une stratégie avec nos clients, on pose des KPI et on les suit. Alors, on n'y arrive pas toujours la première année, mais l'idée, c'est qu'au long cours, on y arrive toujours.
Voilà, si tu veux passer au slide suivant, Je là, vous ai mis, je vous ai mis en lien les 2 retours d'expérience qu'on avait pu faire sur les projets RATP et puis une interview qu'on a réalisée en fin d'année dernière pour Leroy Merlin. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces cas d'usage, vous pouvez la retrouver là directement en lien. absolument, c'est vrai qu'on avait travaillé ces sujets en détail. Et puis, si vous avez des questions, je serais ravi de vous répondre là-dessus. Ce qui va être intéressant, et je le disais hier soir, parce qu'il y avait beaucoup de nos clients, c'était intéressant de le voir aussi en vrai, en live, c'est qu'il y a une grosse diversité de projets et d'applications chez les clients Bidis. Alors, nous, on est à la base vraiment sur le segment du mobile learning, donc on fournit des applications en marque blanche à nos clients, vraiment dans cette logique de renouveler les manières d'apprendre et la transmission des connaissances. Donc, on a plein de clients avec plein d'applications en marque blanche. Là, vous en avez certaines. Vous avez celle de Lacoste, de Big Mat, de Devoteam, de France Télévisions, de Camus. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, c'est intéressant de montrer qu'il y a une grande diversité de projets, mais toujours dans cet axe de dire, OK, j'ai testé des solutions de formation plus classiques type LMS et finalement j'ai besoin d'un nouveau souffle, j'ai besoin de quelque chose de plus et donc je vais me tourner vers de nouveaux formats qui sont beaucoup plus engageants, qui sont beaucoup plus faciles à assimiler et aussi à transmettre. Et je vais mettre cette logique-là d'apprentissage et transmission au cœur de ma stratégie de formation. Et puis, et c'était un des gros points dont on discutait hier soir, et les discussions se sont prolongées assez tard sur ces sujets parce que c'était assez passionnant et prégnant pour tous nos clients. Malgré la diversité de projets et de types de populations formées, les clients nous remontent quand même des problématiques en ce moment assez similaires, et notamment que le contexte est compliqué et qu'il est difficile sur plein d'aspects, mais notamment sur celui-là dont je vais vous parler maintenant. Donc l'aspect, et on en vient au cœur de notre sujet là, de l'emploi et du recrutement, puisque ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a encore quelques années, ils étaient dans une position assez confortable. Il y avait cette perception de un métier stable, bien rémunéré, un bon poste, c'était un privilège et donc les offres étaient facilement pourvues. En tout cas, ce n'était pas un point extrêmement sensible pour les entreprises. Mais depuis quelques années, enfin depuis quelques temps, il y a un phénomène qui se dessine, qui est encore latent pour certaines boîtes et déjà très présent pour d'autres et qui pose de grands défis pour les entreprises, là encore, de toute taille, hein, puisque ça va toucher tout le monde, qui est le fait que, bah, il y a un vrai désengagement des collaborateurs et une vraie difficulté à recruter. Finalement, les salariés se sont un peu ont muté en collaborateurs qui sont beaucoup plus difficiles à recruter, à garder, à engager et qui peuvent assez facilement, beaucoup plus facilement, même, passer d'un job à l'autre, voire carrément partir sur d'autres projets de vie. Alors évidemment, il y a des tendances de fond de société qui vont vers là. Il y a eu la crise Covid, bien sûr, qui a joué là-dessus. Il y a le télétravail qui aussi est un axe compliqué pour maintenir les gens très engagés. C'est un vrai savoir-faire autour du télétravail qui est pas évident. Et puis, voilà, il y a un vrai phénomène de société autour de ça. Il y a un aspect générationnel autour. Et quand on regarde les stats un peu plus et c'est vrai qu'on voit que 80% des DRH en France déclarent avoir de vrais problèmes de recrutement. Et ça, ouais, c'est un chiffre qui quand même a bondi ces derniers mois ou ces dernières années. 89% des collaborateurs, des salariés d'Europe de l'Ouest, là en général, en gros, c'est pas un phénomène franco-français, se déclarent désengagés de leur travail. Donc ça aussi, c'est très compliqué à gérer. Et évidemment, quand on élargit encore plus qu'au-delà de l'Europe, on voit qu'il y a eu ce phénomène de la grande démission aux États-Unis, hein. Pour rappel, dès l'année dernière, on avait des chiffres qui allaient jusqu'à 4 millions de démissions mensuelles, ce qui est quand même énorme, même si le pays est à une échelle au-dessus de la France, mais c'est quand même énorme à leur échelle. Et donc, ben, on se pose quand même sérieusement la question de savoir à quel point ça va arriver en France. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça sera aussi fort ou est-ce que ça sera sur une échelle de temps un peu plus longue? Mais voilà, il y a quand même des secteurs qui sont déjà très fortement touchés sur cette logique-là et qui sont déjà nos clients. Donc il y a la restauration, il y a le bâtiment, il y a Alors,
moi, je mettrais pas un bémol, mais c'est vrai qu'on a beaucoup comparé le phénomène américain. On s'est dit, bah tiens, effectivement, il y a la grande démission. Alors déjà, effectivement, 4 millions, c'est peu probable en France parce que ça reviendrait à mettre un cinquième de la population active out. Mais il y a l'échelle des US. C'est surtout que même si on constate en France aujourd'hui, c'est vrai, une augmentation des démissions, des ruptures conventionnelles, donc finalement, tout ça est lié à potentiellement un désengagement des collaborateurs. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est le Covid qui a fait que… » En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ces difficultés de recrutement, elles ne datent pas de 2020 ou 2021. Elles datent de 2017, 2018. Ça fait déjà 5 ans qu'on est dedans. Le Covid a accéléré cette difficulté pour les entreprises à recruter les bons collaborateurs au bon poste. C'est ça, là, principalement, l'enjeu. Et puis, ce qu'on va aborder ensuite, c'est que les entreprises ont beaucoup de mal à faire adhérer leurs collaborateurs, d'une part, à la culture d'entreprise. Il y a un problème de matching entre l'entreprise et le salarié. Et donc, naturellement, si à la base, il y a un problème de matching au niveau de la culture d'entreprise, très rapidement, on va avoir un problème d'engagement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises travaillent beaucoup sur cette problématique d'engagement et finalement, Julien, le font avec beaucoup de difficultés et je dirais même assez mal. C'est ça le principal problème. Quand on voit aujourd'hui le désengagement principal, il n'est pas général en France. Il est prioritairement sur des secteurs d'activité très ciblés pour le moment. Il est sur la restauration, sur les hôpitaux, parce que eux, effectivement, ont vécu le Covid et ont une impression d'abandon de la part de l'État, tout le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, etc. Mais ça reste des secteurs ciblés, et notamment sur ces secteurs, les entreprises ont beaucoup de mal à trouver des notions d'engagement et à travailler ces sujets. Hier, j'ai écouté une émission où on disait, ben voilà, les restaurateurs n'arrivent plus à recruter et tel restaurateur dans le nord de la France a trouvé la bonne idée. Il n'avait aucun CV et puis d'un seul coup, il s'est dit, je vais proposer des contrats en semaine de 4 jours. Et là, il a eu plein de CV qui sont arrivés. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour redynamiser la marque employeur et la capacité des entreprises à recruter, ben, il faut repenser le travail, tout simplement, et la façon de l'aborder. Et dans le travail, il y a le travail, il y a l'apprentissage, il y a plusieurs notions à développer. Ouais, je te rejoins, c'est tout à fait vrai qu'on ne peut pas être sur un aspect aussi tranché qu'aux US. Néanmoins, voilà, sur les grands groupes avec lesquels on discute beaucoup, même si c'est pas, s'ils ne le prennent pas tout de suite, enfin, si ça n'arrive pas tout de suite chez eux, ça reste une menace sur laquelle ils sont attentifs parce que le moment où ça arrive, et ben, il faut pas savoir réagir et à côté de ça, on a des clients qui sont déjà dans des secteurs très touchés, comme la restauration dont tu as très justement parlé, mais aussi le bâtiment et même d'autres auxquels on ne pense pas forcément directement, mais notamment les populations commerciales, par exemple. Ça, c'est extrêmement compliqué en ce moment de pouvoir recruter et garder des commerciaux qui sont très sollicités par beaucoup d'entreprises. Voilà. Par surcouche, et je terminerai sur la problématique avec ça, ce qui est compliqué, c'est que s'il y avait encore que ça, c'est «gérable» entre guillemets. Un grand groupe pourrait toujours arriver à intensifier son recrutement et à intensifier son onboarding pour être toujours sur un bon recrutement. Le problème, c'est que, dans le contexte général, la complexité est aussi très présente. On est quand même dans une logique de bouleversement permanent, donc on a un changement de contexte, et de dynamique pour les entreprises qui est, non seulement constant, mais de plus en plus rapide. Donc, évidemment, il y a les crises sur lesquelles je ne vais pas revenir, les crises sanitaires, mais vous avez entendu certainement déjà beaucoup de choses sur le sujet. Mais il y a aussi, les bouleversements écologiques, les bouleversements technologiques, hein. On est quand même, pour les entreprises, dans de la transformation digitale quasi constante maintenant. Une fois qu'on a fini une première vague de transfo digital, il y a toujours une deuxième qui arrive, et donc ça va très vite. Finalement, le problème, c'est que,
des salariés désengagés, plus un contexte extrêmement changeant dans lequel il faut être extrêmement réactif, bah, ça donne des entreprises qui sont peu résilientes et donc beaucoup de risques de collapser, comme c'est le cas sur des cas d'école qu'on connaît tous chez Kodak ou MySpace ou ce genre de choses, mais il y en a plein d'autres. Et si on regarde par exemple, la durée de vie des entreprises dans le S&P 500, qui est donc l'indice américain des plus grosses entreprises, on voit qu'il a été divisé par 3 dans les 60 dernières années. Donc les entreprises ne restent beaucoup moins longtemps dans des grands groupes et il y a beaucoup d'entreprises qui sortent assez vite de ce classement-là, d'autres qui reviennent. Enfin, il y a des changements assez constants. Et donc, qui s'adapte le plus vite a des chances de pouvoir le mieux performer. Ceci étant dit, quand on va un peu plus dans le détail et qu'on soulève un peu le capot, puisque c'est ça qui nous intéresse chez Bidis, c'est qu'on regarde voilà, comment tout ça, qu'est-ce que ça implique côté collaborateurs et métiers. On voit qu'en fait, ce qui ressort, c'est que ces bouleversements constants font que bah, chaque métier, finalement, est unique à son propre contexte et donc a besoin de sa propre formation. Là où on était avant sur des logiques très transversales et une formation assez uniforme en fonction des métiers, maintenant, c'est vraiment, on a besoin de choses beaucoup plus spécifiques. Vous prenez par exemple le métier de chauffeur de particulier, si vous le faites chez G7, avec qui on travaille beaucoup et si vous le faites chez Uber, bah, c'est pas du tout, le même métier, c'est pas du tout la même formation, c'est pas la même attente client, c'est pas les mêmes possibilités. Voilà, c'est très différent en termes de formation pour connaître un petit peu les 2. Et il y a plein d'autres contextes comme ça où, des métiers qui sont les mêmes en termes de «fiches métiers» entre guillemets, en fonction du contexte, sont très différents et nécessitent, une formation très différente. Donc ça, c'est déjà un point. Mais en plus, les métiers évoluent extrêmement vite. Évidemment, je vous apprends rien, en vous donnant un chiffre, assez classique que vous avez dû entendre aussi, c'est que 85 des métiers de demain, n'existent pas encore aujourd'hui. Si tu peux passer, le slide suivant au passage, Christophe. Évidemment, énormément de métiers, ces dernières années autour, par exemple, du big data, et de l'exploitation en général de la donnée générée, n'existaient pas. Énormément de métiers, autour du web 3 pour ce qui arrive en ce moment ou, de la blockchain n'existent pas et pourtant, ils vont arriver probablement très vite dans des secteurs, par exemple, juridiques ou même en termes, dans les métiers de la santé, par exemple, il y a des choses qui vont arriver assez vite et à ce niveau-là, il n'y a pas de formation, extrêmement spécialiste du sujet autre. Il y a beaucoup d'auto-formation, là-dessus. Ça, c'est au niveau des métiers, mais quand on recule encore un petit peu, vous avez la même logique au niveau de la connaissance en général. Si tu peux aussi passer le slide suivant, Christophe. Si on regarde, la somme de connaissances, produites, donc là, vous avez des données qui viennent d'IBM. Aujourd'hui, on voit que la somme des connaissances mondiales, elle double toutes les 12 heures. Dans les années 50, il fallait 10 ans pour que cette connaissance, elle double et avant, c'était encore pire, ou encore mieux, ça dépend comment vous le prenez à ce niveau-là. Donc on constate qu'il y a vraiment une très forte accélération, de la connaissance, de la circulation de la connaissance au niveau encore une fois global. Mais pour autant, est-ce que l'entreprise aujourd'hui, elle est capée pour être à ce niveau-là de vitesse du cycle de la connaissance? C'est compliqué. Et puis enfin, si tu peux passer aussi le slide suivant. Ce qu'on constate aussi, c'est que nos clients ont compris, du coup, l'importance de la formation dans cette logique-là d'engagement de collaborateurs et de résilience et donc ont déjà investi, dans la formation. Ils n'ont pas attendu, et sûrement que vous présents sur ce webinaire, vous n'avez pas attendu aussi. Malgré un contexte de crise, on voit quand même une nette hausse des investissements de la formation digitale dans les budgets. Donc c'est déjà quelque chose sur un axe, sur lequel vous avez travaillé. Je veux dire quelque chose? C'est une hausse, certes, mais moi, je ne l'interprète pas tout à fait de la même façon parce que si tu compares au budget 2019, il y a un écart assez peu significatif. Et 2020-2021, c'est la crise sanitaire et une réduction des engagements budgétaires des entreprises. Donc là, pour moi, on a un rattrapage des 2 dernières années et je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour avoir fait d'autres études sur la formation et la digitalisation de la formation, je pense que les entreprises n'ont pas encore totalement pris conscience de ça et n'investissent pas assez. D'ailleurs, ça se voit assez bien. Récemment, on a fait une étude sur les salaires de la fonction formation. Les salaires de la fonction formation en entreprise au sein de la DRH,
sont pas dans les top salaires de la fonction RH. Hein. C'est pas là où il y a eu un effort qui a été fait, et même pendant la crise. Donc je pense il y a encore du boulot à ce niveau-là. Il n'y a pas cette prise de conscience, je pense. Je, je- je ne peux être que d'accord avec toi sur le fait que c'est jamais assez. Ce que je trouve intéressant dans cette étude-là, c'est que c'est effectivement il y a le décrochage Covid, mais par contre on voit que c'est quand même sur une tendance haussière. Et donc si on suit cette tendance-là, bah, dans les années prochaines, on passera les 50% et Ouais. probablement les 60 derrière. Donc il y a quand même une tendance qui va vers là, qui est plutôt rassurante pour ceux qui sont dans la formation depuis longtemps, qui était quand même un des postes dans les entreprises qu'on coupait le plus facilement. Moi, j'ai vu plein de projets comme ça qui étaient de très bons projets, et sur simplement des coupes budgétaires arbitrées plus haut, bah, c'est la formation qu'on mettait de côté. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a un impact de couper cette formation, et donc on garde un investissement soutenu et constant. Le fait que la prise de conscience soit pas totale, et que finalement, ça devrait quasiment doubler pour la plupart des entreprises des budgets. Oui, c'est certainement le cas. Mais bon, il y a de l'inertie aussi dans ces groupes-là, donc ça met un petit peu de temps. Je suis assez d'accord avec toi. Et ça serait intéressant de le mesurer. On pourrait faire une étude cette année pour demander aux entreprises leur réel engagement par rapport à ces sujets et leur prévision d'investissement. Absolument. Si c'est des chiffres sur lesquels ils peuvent un peu communiquer, oui, ce serait intéressant. En tout cas, voilà pour la situation. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette prise de conscience qu'on a. Bah, encore une fois, je me fais plutôt là le messager des clients avec lesquels je discute le plus, qui est que la formation devient une priorité pour la fidélisation et la préparation des collaborateurs à l'avenir. Finalement, si je résume ça très pragmatiquement, la réponse, enfin un des points qu'on a souvent, c'est de dire voilà, on avait ces problèmes d'engagement collaborateur et même simplement d'attirer de nouveaux collaborateurs. On a investi massivement dans les plateformes de marque employeur, par exemple, ou dans les prestations de marque employeur. Finalement, le ROI n'est pas hyper fort, et on ne sent pas un vrai levier à ce niveau-là. On a investi aussi, et ça, il faut quand même le dire, dans les budgets des salaires. Pour le coup, il y a quand même des, des efforts qui ont été faits à ce niveau-là, à une prise de conscience que ça coûtait plus cher de perdre des collaborateurs, donc il y avait intérêt à, à hausser un petit peu les salaires. Là, évidemment, avec en plus la situation économique actuelle, ça risque de se renforcer, mais ça ne joue pas non plus. C'est-à-dire, c'est le fait d'augmenter les salaires n'engage pas plus un collaborateur aujourd'hui. Donc, un des axes sur lequel on peut encore travailler, et où il y a encore des choses à faire de manière intéressante, c'est justement cette formation pour qu'elle devienne encore plus une priorité. En Alors revanche, on l'avait vu, je te coupe, effectivement, le salaire n'est pas un levier d'engagement, le salaire est un levier de motivation, puisque l'engagement et la motivation sont quand même deux choses différentes. Et le principal levier d'engagement aujourd'hui, post-Covid, ça reste l'équilibre vie privée, vie pro. Et puis ensuite, comme tu le dis, on rentre dans des notions de développement de l'employabilité des collaborateurs. C'est-à-dire que le collaborateur se satisfera d'une entreprise qui lui apporte de la compétence et un plan de développement personnalisé quasiment à ses attentes. C'est ça aujourd'hui les attentes des collaborateurs. absolument, ouais, il y a une vraie logique de progression dans son métier, voire dans plusieurs métiers d'affilée. Et il y a une vraie attente est-ce que l'entreprise sera vraiment capable de me former finalement, sur ce point-là, ce qui était beaucoup moins le cas avant quand même. Après, un des points qui est important, c'est oui, la formation, mais pas n'importe laquelle finalement, parce que telle qu'elle est aujourd'hui, et là, voilà, évidemment, c'est un secteur que je connais bien, et personne n'est parfait sur le sujet, mais clairement, elle n'est pas adaptée au contexte qu'on a évoqué plus haut. Elle n'est pas adaptée pour plein de points différents, mais je vais en dresser quelques-uns ici, qui sont sûrement des choses qui, comme moi, vous empêchent de dormir parfois. Si tu veux bien passer au slide suivant, Christophe. D'abord, il y a les logiques d'engagement. Effectivement, toutes les plateformes déployées, surtout massivement, les gros LMS et ce genre de plateforme-là, bah, il y a des gros problèmes d'engagement. C'est compliqué de faire venir des collaborateurs sur ce sujet. Les chiffres réels, je vais être tout à fait transparent avec vous, c'est extrêmement compliqué de les avoir. Je pense que Christophe
m'appuiera là-dessus, connaître les vrais taux d'engagement des plateformes dans les entreprises, c'est assez compliqué. En revanche, une des explications qu'on note, quand on se penche sur le sujet, c'est que les collaborateurs, donc là, ça vient à la base d'entretiens plutôt qualitatifs, mais ils nous disent finalement: «Je viens pas, et je reviens pas surtout sur une plateforme de formation si jamais la connaissance que j'y trouve n'est plus, à jour et n'est plus, en lien avec, une compétence que je cherche, à un moment où elle est, le plus demandée». Et on voit assez clairement sur cette étude, à droite que finalement il y a heu, pour beaucoup de compétences, elles deviennent assez vite obsolètes, pour certaines quand même, pour nuancer mon propos, et c'était la courbe 1, elles sont, toujours très demandées. Donc là, ça va être soit du hard skill très particulier, soit des soft skills, qui, sont, intemporels, si je puis dire, mais quand même de plus en plus, et c'est en lien avec ce qu'on disait plus tôt sur le cycle de la connaissance qui va de plus en plus vite. Bah, finalement, elles deviennent assez vite, «périmées» entre guillemets sur le sujet. Donc si je viens me former sur un sujet et que je vois que mon contenu et que le contenu que je fais a déjà un train de retard, je reviens pas. Si je viens aussi sur la plateforme, et que finalement je ne trouve pas exactement le besoin de formation que j'ai en fonction de mon contexte, et de mon actualité, je reviens pas non plus. Donc c'est une des explications assez clés, en fonction encore une fois des entretiens qualitatifs qu'on a fait, qui revient assez souvent sur pourquoi on ne revient pas sur les plateformes. 1er point. 2e point, et c'est le slide suivant, finalement cette formation, elle est encore beaucoup sur un modèle top-down. Donc, un service formation qui centralise et délivre, la connaissance à son entreprise. Je ne dis pas que ce modèle-là est complètement mort parce il y aura sans doute toujours besoin de structurer, et qu'il y ait un peu de connaissances complètement centralisées, pour uniformiser un peu les choses. Mais ça ne peut pas suivre, un cycle de la connaissance qui va de plus en plus vite. Ça ne peut pas suivre, une somme de connaissances qui double toutes les 12 heures. Des métiers qui évoluent extrêmement vite, c'est impossible. Ou alors il faudrait un service formation qui soit aussi staffé que l'entreprise en elle-même, ce qui risque de ne pas être possible en termes de rentabilité. Donc ce modèle top-down, eh ben, il arrive, à ses limites aussi, et il arrive aussi à ses limites avec une mentalité de nouveaux collaborateurs qui ne rentreront pas dans cette logique-là, très hiérarchique et très descendante, au niveau de la formation, et qui voudront quelque chose de beaucoup plus participatif et critique. Qui forme aujourd'hui des gens de 20 ans, comme nous on le fait, chez Bidiz, je pense voient exactement de quoi je parle. Et puis dernier point, si tu peux passer au slide suivant, Christophe, bah, si c'est une formation où on ne peut pas mesurer l'impact, où on ne peut pas mesurer le ROI, et bah, elle n'est plus non plus adaptée. Parce que si, vous, responsable formation et DRH, L&D, manager et cetera, vous intensifiez vos investissements dedans, bah, vous êtes aussi beaucoup plus regardé sur quel est l'impact et quel est le ROI. Donc si on ne peut pas le mesurer, et c'est compliqué, dans la formation, bah, c'est plus adapté non plus à l'époque, et ça vous permettra pas de pouvoir, convaincre l'entreprise d'avoir, des budgets qui doublent, comme on disait Christophe, ce qu'on appelle de nos vœux, mais qu'il va falloir être capable de justifier autant côté client que côté, éditeur. Après, je pense qu'il y a aussi, un point quand tu dis formation top-down. C'est vrai qu'aujourd'hui, telles que sont organisées les directions des ressources humaines, tu vas aller faire une évaluation des compétences à un moment donné, généralement une fois par an. Tu vas définir un plan de formation à partir de ça, et puis tu vas dire, bah voilà, vous devez suivre telle formation. Donc déjà, c'est une fois par an. Donc effectivement, il y a un manque de réactivité assez criant par rapport à ça. Et puis, on ne propose pas la formation au collaborateur. Dans la plupart des cas, on lui impose. Donc est-ce qu'au-delà de dire il y a un modèle top-down qui est obsolète ou qui n'est pas forcément adapté, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de communication interne pour promouvoir la formation auprès des collaborateurs? Et est-ce qu'il ne serait pas plus appréciable pour la collaborateur d'entendre voici un catalogue qui est mis à votre disposition pour développer votre employabilité, plutôt que voici une formation obligatoire? En fait, tu as 2 réponses là-dessus. Tu as l'aspect, auto-formation, effectivement, permettre et promouvoir et faire confiance aux collaborateurs
dans la logique d'auto-formation. Et là, clairement, tu as des boîtes qui sont prêtes aujourd'hui sur le sujet et qui vont vraiment jouer le jeu de se dire un contenu, tous les contenus sont disponibles pour tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on prêche chez Bidiz, mais c'est une frange assez petite, honnêtement, des entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à ça et qui préfèrent vraiment siloter les formations disponibles pour tout le monde. Donc, tu as cet aspect-là. Ça va même, et je discutais avec une grande entreprise de transport hier sur le sujet, jusqu'à des contenus de culture générale. Aujourd'hui, c'est un sujet qui devient de plus en plus présent et je trouve ça vraiment intéressant pour permettre aux collaborateurs d'avoir du recul sur les choses et de pouvoir aussi, parfois, en fonction de la progression qu'il veut faire dans l'entreprise aussi, avoir pas un plafond de verre social aussi. Il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Voilà, disons qu'on n'est pas tous nés dans les beaux quartiers parisiens avec la culture qui va avec et qui parfois dans les grands groupes peut être nécessaire pour aller dans les fonctions les plus dirigeantes, si je puis dire. Donc ça va jusque-là, hein, pour dire en tout cas sur l'auto-formation, mais tout le monde n'est pas prêt. Et puis, il y a aussi, je suis d'accord avec toi, il y a cet aspect, une fois dans l'année, un entretien et un plan de formation, alors qu'en fait, il devrait être continu. Et là, c'est un problème de temps. C'est-à-dire qu'un responsable formation ne va pas pouvoir, faire ça tous les mois avec l'ensemble des collaborateurs. Mais, si on change le paradigme et qu'on met ça dans la main du collaborateur, et qu'il a les outils pour le faire et que surtout le responsable formation a les outils pour l'animer et que ce soit un peu une évolution constante, quitte à ce qu'on fasse vraiment un vrai point annuel, mais qu'on se donne la possibilité que ça évolue, au fil de l'eau et du contexte aussi, parce que encore une fois, les choses changent vite. Là, oui, c'est intéressant. Mais avec un LMS classique, on ne peut pas faire ça. Alors du coup, on vient au cœur du sujet qui était un peu autour de l'engagement. Ouais, L'engagement, par définition, on ne peut pas être engagé tout seul. c'est ça. Être engagé tout seul, à moins d'être super motivé, de s'auto-motiver, c'est compliqué. Donc pour générer de l'engagement, bah, il faut générer un esprit communautaire finalement. Absolument. C'est une des réponses très puissantes. Alors, je te donne un chiffre pour les que tu connais sûrement pour l'engagement tout seul. Vous savez que les plateformes de MOOC sont apparues dans les années 2010-2012 là, qui sont voilà, des cours de grande diversité, d'abord ouverts complètement à tout le monde et sur des sujets souvent assez intéressants et avec des pontes sur les sujets. Les taux là pour le coup, parce que ceux-là on les a, les taux d'engagement et de complétion de ces modules-là sont à moins de 4%. Alors que c'est des gens qui viennent spontanément et qui, a priori, sont passionnés du sujet. Donc pour vous dire à quel point, même sur ça, c'est compliqué. Et un des problèmes de ça, c'est que, bah, on a juste reproduit, le cours, on a juste filmé le professeur et chacun le fait dans son coin et bah, effectivement, le fait de le faire tout seul, c'est pas bon pour l'engagement. Donc face à ça, il y a un nouveau mouvement qui se dessine et là, je répète un peu ce que je disais hier soir, mais c'est que je parle pas que là, pour le coup de BD, c'est un mouvement beaucoup plus global, hein, qui est une logique de, social learning. Donc ce mouvement pour vous donner la définition simple, c'est la capacité pour un groupe de personnes à apprendre ensemble et à co-construire un savoir. C'est important d'avoir les 2. Et ce mouvement, voilà, il est global et il est, englobant de plein de choses qu'on entend aussi, qui peuvent être le peer-to-peer learning, le collective learning, le collaborative learning, le mutual learning. Voilà. Tout ça, finalement, des adaptations d'un mouvement plus global qui est ce social learning. Et donc, ce qu'on présentait hier soir, c'est que nous étant voilà, passionnés de ce sujet et cherchant toujours des moyens d'engager encore plus vers l'apprentissage et de faciliter l'apprentissage, on a travaillé sur, une nouvelle version de Bidiz, un nouveau produit, qui voilà, est basé sur ces logiques de social learning et c'est, effectivement ce que je présentais en détail hier soir et donc du coup que j'ai la chance grâce à Christophe de pouvoir, présenter un peu plus globalement, aujourd'hui. Donc c'est une plateforme qui est unique, donc quand je dis unique, c'est dans le sens où, qui est globale. Vous pouvez l'utiliser comme votre seule plateforme de formation. On garde une logique de simplicité et vous verrez pourquoi c'est important. Il faut absolument, éviter l'usine à gaz, et notamment dans la partie setup,
parce que va y avoir du volume de formation sur ces plateformes-là, et toujours dans une logique d'innovation, parce que le social learning en est encore à ses débuts. Même si ce sont des idées anciennes qui nous viennent même du début du siècle précédent, des premières versions de l'école en France, etc. Ça vient de la France pour le coup, c'est ça qui est intéressant. L'aspect technologique autour de ça, pour le coup, là, est très nouveau. Donc toujours versé vers l'innovation. Donc c'est la plateforme de social learning, la social learning platform. Et cette plateforme de social learning, elle est articulée autour de 4 axes qui sont très importants. Premier axe, un média mobile avec une expérience premium très avancée. C'est toujours important en social learning de pouvoir faire quelque chose de poussé sur du mobile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est le vecteur de transmission de connaissances instantanées et communauté, que ça soit de divertissement ou d'apprentissage, le plus fort. Vous n'allez pas aller contre un usage grand public sur ce sujet et ne proposer qu'une plateforme de learning sur desktop, ça n'aurait pas de sens. Donc il faut une approche mobile learning très forte avec une diversité de possibilités et surtout une expérience pensée aussi spécifiquement pour mobile. C'est très important. Ça tombe bien parce que c'est ton expertise initiale. Ça tombe bien et c'est ce qui nous y a amené en fait. C'est pas parce qu'on est de la culture mobile, de la culture smartphone, que le partage de connaissances est venu assez vite comme une branche importante. Alors, on a fait ça petit à petit. D'abord, on a fait des battle learning où les gens peuvent s'affronter les uns les autres. Après, on a fait des lives où les gens peuvent ensemble jouer du contenu et animer, par exemple, des sessions de formation là-dessus. Et puis, on fait ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, les étapes d'après. Mais en fait, c'est parce qu'on était de la culture mobile qu'on a découvert ce qu'était le social learning derrière et qu'on a compris que c'était une logique d'engagement. Et effectivement, ça tombe bien. Raison de souligner. Je vais juste commenter un peu par rapport au marché global. Je ne vais pas citer tes concurrents, mais il est plus facile aujourd'hui pour une entreprise qui vient du mobile learning de proposer ce type de solution globale que des entreprises qui, par le passé, avaient des applications, proposaient des applications uniquement sur ordinateur classique et qui aujourd'hui cherchent à aller sur du mobile. L'exercice est beaucoup plus compliqué pour eux. Je suis évidemment amplement d'accord. Après, je prêche pour ma paroisse, mais l'explication, vous pourrez le vérifier de l'autre côté, elle est simplement technologique. C'est-à-dire que Ouais. les langages sur lesquels on développe les applications mobiles sont beaucoup plus exigeants et c'est beaucoup plus facile de les adapter ensuite à des versions desktop que l'inverse. Parce que quand on fait du desktop, c'est pas forcément facile de faire du mobile derrière. Et ça peut être très spécifique et très coûteux. Donc oui, tu as raison de le souligner. Mais même dans j'ai envie de dire, la culture de ce qu'on a envie d'apporter en apprentissage, quand on est en mobile, on a envie d'interaction tout de suite. On a envie que les apprenants fassent des choses ensemble. On a envie d'un magasin où ils sont tous debout en train de jouer les uns les autres avec leur téléphone au lieu d'être assis en salle de formation ou chacun chez soi. On a envie d'un brief magasin de la même manière. On a envie de voir sur un chantier 2 personnes qui se partagent de la connaissance sur mobile parce qu'ils n'auraient même pas d'ordinateur à disposition au milieu d'un chantier. Voilà, donc par essence, on a envie de voir ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on décide d'être acteurs aussi du social learning. Donc ça, c'est le premier axe, le mobile learning. Le deuxième axe, c'est qu'on ne peut pas être plateforme de social learning en étant que mobile. Donc là, c'est l'inverse. Pour le coup, on doit proposer l'expérience globale. Et donc, c'est le slide suivant, si tu veux bien. Aujourd'hui, on propose l'ensemble des fonctionnalités d'un LMS. Gros changement pour Bidis, puisqu'il y a un certain nombre de choses à gérer. Et on va aller jusqu'à l'inscription à des sessions, la gestion du présentiel, etc. Quand je dis on va plus tard, c'est déjà existant. C'est dans cette nouvelle version du produit. Mais l'idée, c'est que là où avant, on n'était que sur des logiques de complément d'LMS existants, aujourd'hui, on propose l'ensemble des fonctionnalités et comme on aime bien faire les choses sérieusement chez Bidis, c'est déjà le cas pour un certain nombre de clients qui utilisent Bidis comme plateforme unique de solution, comme LMS, même si on n'aime pas trop se qualifier de ce terme-là. Mais voilà, comme LMS plus dans ces cas-là. Donc, vous avez des entreprises comme Picard, par exemple, qui utilisent uniquement Bidis ou RATP Dev ou Big Math, qui n'ont pas de LMS traditionnel, mais la plateforme de formation Bidis complète. Et donc, c'est important de proposer l'ensemble des fonctionnalités nécessaires. Deuxième axe. Troisième axe, et là, je vais
essayer de vous épargner les discours marketing sur le sujet. C'est les mécanismes clés d'une LXP. Alors, LXP, pour ceux qui n'ont pas entendu, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, parce que 90% des articles de cette année sont sur le sujet, c'est un mot pour Learning Experience Platform. Pour dire les choses un peu crûment, nous, dans ce qu'on voit, parce qu'on aime vraiment bien décortiquer la tech chez Bdiz, il y a quand même beaucoup dans ce terme, et alors je serais intéressé d'avoir ton avis aussi, Christophe, sur le sujet. Il y a beaucoup on utilise ce terme pour dépoussiérer un peu un LMS, rajouter 3-4 fonctionnalités et le vendre, continuer à le vendre et le vendre un peu plus cher. Mais, parce que je voudrais quand même nuancer, il y a des mécanismes clés dans la LXP qui sont vraiment intéressants quand même, qui sont autour du hub de connaissances. Comment je récupère et je filtre automatiquement des contenus de plateformes de connaissances ou des contenus de plateformes externes. Comment j'organise cette connaissance facilement? Comment je propose des moteurs de recherche poussés pour pouvoir retrouver les choses, proposer le bon contenu aux bons collaborateurs alors qu'il y a une masse de contenu. Et puis, il y a du social learning dans le LXP. Alors, comment j'apprends ensemble? Donc, nous, on prend juste les mécanismes clés qui nous semblent le plus intéressants et on les injecte dans la solution de social learning. Et après, on ne vous rabâche plus les oreilles avec le LXP. Mais peut-être que tu as un avis différent, Christophe. Non, j'ai à peu près le même avis, puisqu'aujourd'hui, tous les LMS nomment LXP et que leur principal argument étant de dire qu'ils ont redéveloppé leur application pour pousser la formation de façon automatique en fonction des attentes potentielles des utilisateurs. Mais après, je suis assez d'accord sur le fait que on est plus dans du marketing aujourd'hui que de la réelle évolution technologique pour un certain nombre d'acteurs. Ok, pour une fois, on est d'accord, c'est bien. Pourquoi pour une fois? On a souvent des débats intéressants. On aime bien faire des webinaires. Et puis, dernier axe, je vais accélérer un tout petit peu parce que je vois l'heure qui passe et je voudrais garder du temps pour les échanges avec vous. Et puis, il y a vraiment un cas d'usage côté attirer les talents et onboarding que je pourrais vous présenter. Mais dernier axe, et c'est le plus important dans le social learning, les learning communities. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité clé qu'on lance, qui sont des communautés spontanées ou pas au sein de l'entreprise dans lesquelles les collaborateurs vont pouvoir apprendre, partager leurs connaissances et co-construire leurs connaissances. Je vous donne un exemple. Un manager qui se dit: «Tiens, moi j'ai un petit savoir sur le management agile», par exemple. Je crée ma communauté, je commence à poster dedans des capsules, des articles, des ressources pédagogiques. Donc ça fonctionne sous forme de flux, hein, c'est vraiment sur une logique très d'actualité. J'invite des personnes dessus qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées sur le sujet. Bah, ces personnes vont pouvoir augmenter ce que j'ai posté comme ressource pédagogique. Il y a un article qui est intéressant. Bon, bah, je peux le commenter, bien sûr, ça, c'est le plus basique. Je peux le liker, mais on veut aller au-delà de ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la discussion et les likes. Ça nous intéresse, mais c'est pas le plus intéressant. C'est surtout de inciter à ce que la réaction soit une réaction avec un outil pédagogique. Donc typiquement, je vois un contenu intéressant, je vois une capsule intéressante, et ben, je vais aller rajouter par-dessus une autre ressource pédagogique, pardon, type un quiz, type une vidéo que je vais faire de moi-même ou d'un collègue d'une mise en situation de management agile, et je vais rajouter par-dessus ça des logiques pédagogiques, type un podcast que je vais tourner très facilement avec mon téléphone, type un autre article, type un mémo, etc., etc. Il y a plein de possibilités différentes là-dessus, mais l'idée à la fin, c'est d'arriver à créer des chaînes de connaissances comme ça, vivantes. Donc, avoir des communautés qui finalement, pour nous, sont les nouveaux objets de formation et qui sont des objets de formation qui se mettent perpétuellement à jour. Ça, c'est un point, donc plus de connaissances obsolètes, et qui sont des objets de connaissances participatifs du coup, qui vont permettre de capter la connaissance terrain, là où aujourd'hui, c'est assez compliqué pour des services de formation. Ils le font tout de même, hein, mais c'est compliqué de généraliser des contenus de formation qui viennent vraiment en partie, en tout cas, du terrain. Donc, voilà pour les learning communities. Tu voulais dire un mot? Ce qui est intéressant, c'est que, puisque moi j'ai assisté à la démo live hier soir, c'est qu'à partir, par exemple, d'une capsule de formation qui va être proposée aux collaborateurs, donc comme tu l'as dit, l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir finalement la compléter, la commenter, et l'équipe formation va pouvoir, en fonction des ajouts qui ont été faits par la communauté,
venir compléter cette capsule et l'offrir, compléter des témoignages, des retours les plus pertinents des collaborateurs. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un disait la création de communautés d'apprenants à faire vivre dans la durée est une voie intéressante. Mais là, en fait, en prenant cet angle avec cette application, on a finalement presque plus besoin de dire on va créer une communauté. Naturellement, la communauté va se créer, puisqu'en fait, elle se crée finalement comme un réseau social de formation interne à l'entreprise, où chacun peut venir commenter, compléter, etc. Et puis en centrale, le service formation aura loisir de pouvoir dire effectivement cette information apportée par tel commercial de telle entité est la bonne marche à suivre. Donc je reprends ce qu'il a posté pour compléter ma formation. Donc on fait à la fois de la création de communautés et en même temps on récupère la richesse du savoir des personnes qui sont sur le terrain pour compléter finalement quasiment automatiquement les formations qui étaient initialement prévues. Donc, les capsules vont pouvoir s'enrichir au fil de l'eau et se mettre à jour, j'allais dire, quasiment automatiquement à partir du savoir des opérationnels, sans qu'on leur ait demandé de le faire finalement. On ne les oblige pas, on n'a pas besoin de former les collaborateurs pour leur dire bah, tiens, toi, tu vas être formateur en plus de ton job. Non. Là, on est, je dirais, dans la vie normale de l'entreprise. Les personnes peuvent communiquer entre elles via la solution. Et c'est ça aussi qui crée de l'engagement. C'est que, bah, comme sur un réseau où vous allez faire un post, vous allez avoir des likes, des commentaires, des tips, etc. On est exactement dans la même logique au sein de l'entreprise. Et donc, finalement, ça a quelque chose qui va, à mon sens, rapidement devenir viral. Exactement. Tu as raison de préciser qu'en fait, c'est un cycle. D'ailleurs, c'est souvent parfois, on va dire, les communautés peuvent être initiées par le service formation, elles sont nourries par les collaborateurs, mais le service formation peut se ressaisir de ce contenu de terrain pour reconstruire quelque chose de plus officiel, entre guillemets. Je reprends un exemple qui a été donné par Muriel dans le fil de chat aussi, c'est l'aspect réglementaire. Il y a beaucoup dans la logique remettre des contenus à jour perpétuellement, l'aspect réglementaire est très fort. Hier soir, je discutais avec des gens d'EDF qui me parlaient de contenu de formation autour de ce qu'on appelle la taxonomie. Je ne connaissais pas, qui est un peu la science des taxes, notamment taxes carbone, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de réglementations sur le sujet et de nouvelles réglementations. C'est typiquement un sujet qui est adressable de manière très intéressante par la logique de communauté, puisqu'on pourrait imaginer d'ouvrir une communauté autour d'un sujet réglementaire, que plein de gens dans l'entreprise qui ont un bout de savoir puissent le partager, soit sous forme d'articles, soit sous forme de tips. Je n'ai pas parlé du tips, mais c'est quelque chose qui existait déjà chez Bidis. C'est la possibilité, à partir de la plateforme, donc soit du smartphone, soit de l'ordinateur pour un collaborateur, sans avoir d'accès back-office particulier, mais c'est la possibilité pour lui de générer une petite vidéo de connaissance, ou bien une photo, ou bien un article, enfin ce que vous voulez, mais donc il y a une partie contenu et immédiatement après, on adosse une partie pédagogique, donc ça peut être un quiz, ça peut être d'autres types d'activités. Ça se crée toujours en moins d'une minute, c'est très rapide et ça vient nourrir le flux directement. Donc, imaginons une cinquantaine de collaborateurs qui postent comme ça régulièrement des tips sur des parties réglementaires qu'ils maîtrisent. Et le service formation ensuite, quand il construit un module plus officiel sur le sujet, directement à partir du back-office, là pour le coup, il peut aller voir tout ce qui a été fait et sélectionner directement les tips qui ont été créés dans la communauté et les ajouter dans la capsule. Donc, il n'y a même pas besoin de retravailler, retaper la chose, etc. Il les ajoute les uns à la suite des autres. Il ajoute lui-même ce qu'il veut ajouter, s'il veut créer un peu de liant ou de choses comme ça. Et il fait poster et c'est reposté dans la communauté ou dans les autres flux de l'application. Donc oui, ça marche aussi. Enfin, ce cycle-là est extrêmement important. Tu as raison de le souligner. Il y a un autre, j'y vois aussi un autre intérêt, c'est que, alors effectivement, quand tu es dans une petite entreprise, en général, tu connais à peu près tous les experts. Chez Bidis, tu sais qui est le CTO, qui est le directeur marketing, qui est l'expert en SEO, etc. Quand tu te retrouves dans une entreprise, on va dire, plus conséquente, je pense à des boîtes de plus de 1000 salariés, des fois, il est compliqué pour un collaborateur de savoir où aller chercher le bon référent dans l'entreprise. Et je pense que via l'utilisation justement de cette communauté en ligne, finalement, l'apprenant va pouvoir rapidement identifier via les tips proposés qui est expert de tel ou tel sujet.
Donc ça crée aussi des rapprochements et les personnes vont pouvoir s'identifier entre elles en fonction de leurs compétences. Ouais, tout à fait. Surtout que du coup, chaque personne en fait a un profil apprenant et un profil de transmission de connaissances. Donc voilà, si je trouve que Christophe dans une communauté a fait des tips intéressants, je peux cliquer sur son nom et je vais avoir son profil qui va s'afficher et je vais voir tout ce qu'il a créé et aussi tout ce qu'il a suivi. Donc si je veux progresser comme Christophe a progressé, eh ben, j'ai le fil rouge autant côté apprentissage que côté transmission des connaissances. Donc c'est particulièrement intéressant. Je rebondis aussi sur ce que disait, je crois que c'était Thierry, oui c'est ça Thierry, une sorte de Wikipédia. Oui, dans l'esprit, avec plus d'outils pédagogiques. Wikipédia, vous pouvez simplement rentrer du texte et des références, etc. Bah là, vous pouvez créer de la vidéo pédagogique, vous pouvez créer du quizzing, vous pouvez créer des jeux pédagogiques, vous pouvez créer des mémos, vous pouvez créer des podcasts. Vous pouvez même fonctionner de manière différente et faire ce qu'on appelle des tips questions, c'est-à-dire vous-même dire: «Tiens, j'ai besoin de ce savoir, je ne sais pas comment faire. J'ai la nouvelle caisse enregistreuse, je ne sais pas comment elle fonctionne. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre?» Et dans la communauté, il y a la possibilité de répondre, avec par exemple une vidéo tuto, et quelques quiz derrière. Et si ça Ça veut dire quoi, Julien? C'est-à-dire que je prends mon téléphone, par exemple, là, tu vas me dire, je ne sais pas me connecter au webinar, bah, je vais prendre, je vais filmer, je vais te dire, bah voilà, tu cliques ici, 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 je te montre la séquence et je la poste. c'est ça. Tu fais tout ça dans ton téléphone, tu peux faire directement le montage, rajouter des éléments de contextualisation. Si tu veux pas faire de vidéo, tu peux faire du son. Si tu veux pas faire du son, tu peux le faire juste une photo. Mais l'idée, c'est de pouvoir remonter comme ça du contenu. Mais ça ne demande pas de compétences techniques. Ça demande aucune compétence technique. Donc, c'est du niveau de je poste une photo sur Facebook ou sur LinkedIn. Voilà, tout est accompagné pour que ce soit le plus facile possible. C'est l'idée qu'il n'y ait pas besoin d'atelier de formation pour pouvoir utiliser le produit en tant qu'apprenant. Donc, c'est très. On ne se casse pas la tête. Hein. Nous, on reprend des systèmes qui marchent dans des applications grand public sur ces sujets-là. Ils ont bien bossé le sujet de leur côté. Donc, on s'inspire et on met tout ça au service de la connaissance. Et c'est vrai que ça marche bien. Super. On a une petite séquence là avec des écrans pour montrer un peu à quoi tout cela ressemble. Exactement. Et bien connecté justement au cas de comment j'attire des collaborateurs et comment je les engage. Donc, c'est un cas d'usage. Il pourrait y en avoir plein d'autres, mais là, du coup, c'était intéressant de le centrer autour de cette problématique-là. Alors déjà, bon là je vous montre une application client, qui est celle du voilà, une grande SS2I, Devoteam pour ne pas la citer, avec qui on en adore travailler et qui ont du coup cette utilisation de la BDIS que nous on promeut aussi chez nos clients, qui sont déjà d'utiliser BDIS dans le process de recrutement. Et c'est particulièrement intéressant, de se dire: «OK, il y a l'application et la plateforme en général qui est disponible pour les collaborateurs et vous pouvez voir, OK, je suis, un digital, transform maker, donc je suis, quelqu'un de chez Devoteam ou bien je suis candidat». Et les candidats ont accès à des contenus Devoteam sur, la culture d'entreprise, les différents métiers, les expertises techniques et cetera. Ça a 2 énormes avantages. Déjà, ça place Devoteam comme référent pédagogique sur plein de sujets clés. Voilà, c'est une super boîte sur plein de sujets, notamment pour tout ce qui est intégration, des outils Google et cetera. C'est dans les premiers sur le sujet. Ils ont une très belle histoire, entrepreneuriale, donc ça met le candidat, en bonne disposition et eux, de leur côté, ça leur permet de repérer aussi des talents qui seraient, particulièrement intéressants dans leur capacité à apprendre notamment. Donc nous, on essaie de remonter, via le score BDIS pardon, un scoring intéressant pour dire: «Voilà, telle personne, nous, on ne peut pas vous dire si, elle a, pile le CV que vous cherchez, ça vous l'avez dans votre plateforme de recrutement. Par contre, on peut vous dire c'est quelqu'un, qui a fait les contenus, qui les a refaits, qui a été curieux, qui a échangé et cetera et cetera». Et avec ça, on peut remonter un scoring intéressant. Donc des profils qui ne seraient pas forcément, les meilleurs sur CV, on peut quand même détecter des compétences très intéressantes aussi, en termes de, capacité à apprendre, motivation, capacité au changement et cetera et cetera. Ça, c'est valable pour ce secteur-là de de Devoteam, mais je peux vous dire que dans la restauration, par exemple, on essaie de travailler aussi beaucoup sur ces sujets, pour détecter des talents particuliers puisque le recrutement est difficile là-dessus. Donc dès le process de recrutement, insérer déjà du learning, c'est mon conseil et ça marche très bien, voilà, à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose.
Donc là, mettons que, j'ai été candidat et cetera et puis finalement j'ai été embauché, donc super. Donc je reçois déjà, un mail et une notification qui me dit alors là, c'était on a pris un cas d'usage de Pauline chez nous, qui, est arrivée, voilà, il y a peu de temps. L'idée c'est, voilà, je reçois déjà un mail avant même d'arriver dans l'entreprise qui me dit, «Bienvenue pour ton pré-boarding et cetera, tu as juste à cliquer ici» et avant même d'arriver chez Bidis, donc là je sors de l'idée dévotier, mais mettez-vous plutôt dans la peau de Pauline qui arrive chez Bidis. Donc avant même d'arriver, j'ai déjà un lien intéressant en termes de connaissances. Je me dis: «OK, bah, je vais pas, comme dans mes expériences précédentes, arriver dans la boîte, ne rien connaître, ne pas savoir quoi faire, ni où aller et cetera» et être un peu, vous connaissez ce premier jour où, bah, on est un peu assis sur sa chaise et puis il se passe pas grand-chose parce que tout le monde est un peu occupé. Ce premier jour et je pense que vous le savez, il est désastreux parce que, il y a énormément j'ai plus la stat en tête, c'est peut-être que Christophe tu la connaîtras, mais il y a énormément de gens qui prennent la décision de rester ou pas dans l'entreprise dans cette première journée-là, en fait, dans les premières heures en fonction du climat. Donc c'est déterminant et en fait, bien souvent, on gère mal cette partie-là. Donc là, avant même d'arriver, j'ai un accès sur la plateforme de formation de mon entreprise où on peut me pousser plein de choses, notamment sur ce qu'est la boîte, sur sa culture, sur qui y est, comment c'est organisé, enfin vraiment toutes les questions que je me poserais le premier jour et que je n'oserais même pas trop poser, bah là, je les ai en amont avant même d'arriver et je dois faire cette capsule-là pour pouvoir débloquer tout le reste, en termes de contenu de formation dans l'entreprise. Donc ça vous permet aussi d'être sûr et d'avoir une uniformité, à ce niveau-là. Ça, c'est le premier aspect qui peut être intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui est et c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on lance aussi, micro-doing. Qu'est-ce que le micro-doing? C'est la capacité à pouvoir dire qu'un contenu de formation, non seulement il a été compris, mais il a été appliqué. Donc c'est de dire: «OK, je viens de voir un contenu sur, le management et je sais que je dois, dans les réunions, donner la parole à ceux qui ne le prennent pas spécialement. Je dois le faire au moins une fois cette semaine. OK, crac, je coche, c'est fait, ça valide mon contenu». Donc ça permet de faire ce que j'aime bien appeler ce dernier kilomètre de la formation là qui est compliqué. Évidemment, dans une logique, de onboarding et d'accueil de nouveaux collaborateurs, là, c'est extrêmement important et là encore, plutôt que d'avoir une mauvaise expérience de onboarding en se disant: «Ah, je dois aller demander au manager, puis je dois aller demander au RH, puis et cetera et puis je dois montrer à tout le monde que les choses ont été faites» et puis d'une manière ou d'une autre, c'est toujours un peu désorganisé ces choses-là. Et ben là, j'ai une checklist centralisée au bon endroit. Petit à petit, c'est moi qui déclare que c'est bon, c'est fait et ça re évidemment, ça remonte aux bons endroits pour que mon manager puisse se dire: «OK, tout est fait, son matériel est setupé et cetera», pour que les RH puissent se dire la même chose. Pourquoi pas plus pour que mon buddy dans l'entreprise qui serait, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, vraiment le binôme de quand on arrive dans une entreprise, voilà, on nomme un binôme qui est un peu notre référent hors management sur, la personne, peut recevoir aussi, la liste de micro-données complétée. Enfin voilà, tout ça au sein de la même plateforme et pas sur un fichier Excel, perdu quelque part. Très utile pour le onboarding, mais très utile pour plein d'autres cas. Donc j'arrive, voilà, j'ai cette sensation de me dire: OK, je connais des choses sur Bidis avant d'arriver. Mon premier jour en jour J, c'est bien organisé parce que j'ai du micro-doing et puis après j'enchaîne. Si tu peux passer à la capsule suivante. Je vais avoir, mes premières sessions, de formation, voilà, en petits groupes avec mon manager, avec d'autres personnes de l'entreprise. Donc je peux aussi m'inscrire maintenant, la plateforme. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne gérait pas du tout avant et maintenant étant plateforme globale, bah, bien sûr, on peut gérer cette inscription au présentiel. Donc je peux très facilement dire: «OK, j'ai plusieurs sessions possibles pour, avoir ma formation sécurité». Bon voilà, c'est pour les gens qui travaillent dans la tech, c'est indispensable et c'est des engagements forts qu'on a de former tout le monde à la sécurité. Donc bah, voilà, pour tous les nouveaux arrivants, Pauline y compris, elle doit suivre avec le CTO une formation sécurité. Il a créé quelques créneaux et elle peut s'inscrire encore une fois sur le même parcours de formation. Elle n'a pas besoin d'aller chercher notre CTO mordant pour dire quand est-ce que tu es disponible et cetera. Tout est déjà préenregistré. Une fois que c'est fait, elle peut elle-même signer, je crois que c'est la capsule suivante, voilà, elle peut elle-même signer, faire son hébergement directement, soit sur son ordinateur ou là comme c'est le cas et c'est toujours plus facile, sur son téléphone. Donc ça aussi très pratique pour dire: «OK, j'ai bien suivi la session de sécurité et donc j'ai marge». Et vous connaissez, je pense tous, moi qui ai fait des formations aussi pas mal, cette fameuse feuille de présence qui est perdu une fois sur 2, j'ai l'impression et qu'on est obligé des fois de renvoyer aux apprenants pour re-signer, qui est souvent utilisé aussi pour,
la prise en charge par les OPCO des formations, etc. Enfin, voilà, c'est compliqué et c'est pas fluide. Donc là, maintenant, on fait tout au même endroit et on peut émarger directement sur la plateforme. Bon, ça, évidemment, c'est très pratique dans l'onboarding, c'est très pratique pour toute formation obligatoire et présentielle que vous avez. Et encore une fois, ça rajoute dans l'expérience collaborateur des bons points qui vont se dire: «OK, je suis dans une entreprise où c'est bien organisé, où je ne vais pas avoir à batailler pour tout». Et potentiellement, c'est à chaque fois des petits points que vous marquez pour que la personne, elle reste au long cours dans votre organisation et que vous engagiez la personne directement. Et c'est autant de temps qu'elle ne perdra pas à faire des choses, à faible valeur ajoutée, sur lesquelles elle pourra se concentrer sur vraiment son travail. Donc c'est des petites choses, mais c'est important pour le parcours, collaborateur. Une fois que c'est fait, et on boucle sur la dernière partie et qui est celle dont on parlait tout à l'heure, bah, je ne suis pas tout seul, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui ont été onboardées en même temps que moi, et puis, je fais partie d'équipes métiers autres. Donc, bah, je vais être, automatiquement dans des communautés où je vais trouver des flux et des tips, à la fois de questions que les autres arrivants se sont posées avant moi. Donc je vais pouvoir aussi, voir comment les gens y ont répondu, des trucs tout bêtes, mais dans notre cas, par exemple, on a eu ce cas où, on avait tout bien fait le onboarding et puis, un jour la personne, elle est restée bloquée à la porte parce qu'en fait, elle avait pas on avait oublié de mettre dans le parcours de onboarding comment la porte, fonctionnait. Et ben, finalement, c'est pas très bon pour l'expérience, c'est pas très agréable pour un collaborateur de se retrouver à la porte. Donc on a fait, un petit tips vidéo pour dire: «Voilà comment ça marche, ne paniquez pas» et maintenant celui-là, il est dans tous les parcours de onboarding. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour l'expérience collaborateur et surtout, c'est utilisable pour plein d'autres choses. Ça peut être, des choses sur, comment utiliser une machine de manière sécurisée quand on est, nouveau sur un sujet. On va vous le montrer une fois, 2 fois, mais en fait, si vous avez la vidéo tuto dans une communauté, c'est quand même vachement plus, comment dire? Plus rassurant de l'avoir, à ce niveau-là. Donc voilà, je termine mon parcours de onboarding là-dessus. Je suis dans une communauté de flux, de tips et je peux moi-même régulièrement à la fois poser un tips question, donc de dire: «Tiens, sur tel sujet, je ne maîtrise pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?» Et là, quelqu'un de l'entreprise, que je n'aurais peut-être pas soupçonné peut me répondre et moi-même, je peux poster des choses. Nous, par exemple, chez Bidis, on demande à ce que le rapport d'étonnement de la personne soit fait sous forme de tips dans sa communauté. Donc, plutôt que d'avoir un fichier Word ou des slides, perdus, sur un intranet, bah, on a, dans tous les parcours d'onboarding, depuis que les gens arrivent chez Bidis, depuis les onboardings de quelques temps, puisque la fonctionnalité chez nous en interne, on l'a depuis quelques temps, et ben, on a les rapports d'étonnement des gens qui font des petites vidéos audio pour dire: «Voilà, je suis là depuis une semaine chez Bidis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, ça, ça. Ce que je pense pouvoir améliorer, c'est ça, ça, ça et ce que vous savez pas sur moi, la petite info sympa, c'est ça» et ça permet aussi de découvrir la personne, de manière un peu ludique. Voilà, donc à garder en tête, pour attirer et engager les talents, on peut mettre de la formation dès le process de recrutement et c'est vraiment intéressant à faire. Il faut quelque chose de très fluide dans le onboarding et éviter ce premier jour où la personne reste assise sur sa chaise et ne fait pas grand-chose. Et surtout, très vite, elle fait partie de communautés intéressantes. Voilà, Pauline, elle est dans la communauté, des nouveaux arrivants de l'année, elle est dans la communauté, des sales, juniors et elle est dans 3 autres communautés, notamment celle sur la pédagogie, parce qu'elle s'intéresse particulièrement à ce domaine-là et donc elle s'est inscrite, à ces communautés-là. Et ça fait vraiment toute la différence par rapport à une plateforme de learning, statique, figée, où finalement je viens que parce que j'ai un module obligatoire à suivre et parce que je vais rien trouver de vraiment actuel, j'y reviendrai pas. Voilà. Donc voilà pour à la fois les nouveautés Biddies et puis, cette problématique d'attirer et d'engager les talents. Il y a une question d'Aurélie qui est intéressante qui dit: que deviennent les formateurs sachants? C'est une nouvelle posture parfois difficile à acquérir. Si tout le monde sait et participe à l'apprentissage des autres, quelle est la valeur ajoutée du formateur? Alors, le formateur, il a un outil supplémentaire. C'est-à-dire que là, cet aspect communauté, il peut l'utiliser, heu, dans pour l'ensemble des gens qui forment ou pour simplement sa session de formation. Il a un certain nombre d'outils d'animation intégrés, à la communauté, notamment le live, qui est, un outil qui permet d'animer en temps réel, la formation présentielle. Donc là, moi, enfin les 1ers, formateurs avec lesquels on a testé, ça rend particulièrement intéressant, le sujet, on a des bons retours et l'autre chose, c'est qu'effectivement, il a une posture supplémentaire qui peut ça veut dire qu'il peut être
nous on appelle ça dans notre rôle technique learning leader sur un sujet. Donc il peut lui-même initier une communauté et être celui qui va l'animer, et être celui qui va pouvoir, aussi, ranker les meilleurs contenus. Donc il a quand même, cette position, nouvelle. Je suis d'accord avec, je sais plus qui a posté la question que tu disais, mais, Aurélie, pardon. Je suis d'accord avec Aurélie, c'est une position nouvelle, mais qui finalement ne demande pas, n'est pas une charge de travail supplémentaire, mais vraiment une possibilité supplémentaire. Est-ce que c'est pas même une mise en avant supplémentaire pour le formateur en créant une communauté quelque part, il développe aussi son branding interne? Oui, absolument, ouais, parce que comme il y a les fiches, les profils de connaissances et que les gens peuvent vraiment aller voir, qui a transmis quoi, qui a appris quoi. Oui, effectivement, des profils de formateurs, comme c'est leur métier de base, bah, forcément, ils vont avoir plus d'activités et être mis plus en avant. Dernier point aussi, c'est que comme eux vont poster dans les communautés et qu'ils ont forcément des contenus qui vont être ultra pertinents, tout est ranké dans les communautés. Donc vous pouvez, bien sûr, il y a le nombre de vues et cetera, mais surtout il y a des rankings d'utilité. Vous pouvez dire: «OK, ce tips-là, il est particulièrement utile, donc je le rank là-dessus» et à partir de là, il y a des contenus qui vont remonter, évidemment, qu'on pourra épingler aussi et là aussi, c'est un moyen, soit de mettre en avant directement un formateur, soit que le formateur lui-même, étant responsable d'une communauté, puisse mettre ses propres posts en avant. Donc ouais, ouais, clairement, Christophe, tu as raison, c'est un moyen supplémentaire pour le formateur et dernière chose, en fait, en fonction de cette communauté-là, comme il va avoir beaucoup plus de visibilité sur ses apprenants ou ses stagiaires, en fait, il va pouvoir aussi adapter sa formation. C'est-à-dire qu'en ouvrant une communauté autour de son sujet avant une formation, il pourra voir quel est le niveau, est-ce que la population est homogène ou pas, est-ce que les gens ont une forte tendance à participer ou pas. Tout le monde n'est pas hyper actif, sur des communautés, donc ça pourra lui donner une idée. En fonction de ça, il adapte son présentiel et pour augmenter son présentiel après la formation, plutôt que de shooter juste des slides et ben, il pourra dire: «OK, je vous ai inscrit à la communauté, et je vais, continuer à l'animer, sur X semaines. Je vais envoyer tous les jours un petit article intéressant sur le sujet» et cetera. Donc c'est aussi un moyen d'ajuster sa formation et de pouvoir faire plus de choses. Son présentiel ou sa classe virtuelle, hein. Oui, c'est vrai, je dis présentiel, c'est l'habitude. Mais oui, oui, à distance, ça marche aussi bien. Super. Bah là, je pense qu'on va vous laisser aller déjeuner, hein. Je vois qu'il est 12h10. Dernière nouveauté, si vous voulez retrouver Biddies, je vous ai mis le lien du site ici. Et un petit teaser sur le nouveau look de Biddies. Devient Biddies. Voilà, vous avez effectivement une nouvelle forme aussi. Alors le fond, c'est important et je vous en ai parlé beaucoup là aujourd'hui, mais donc du coup, on évolue aussi dans notre forme. Donc c'est un nouveau site, c'est une nouvelle solution, c'est un nouveau design et c'est aussi important pour l'engagement. Donc vous verrez à la fois dans le produit et sur le site. Le nouveau site est live depuis hier avec voilà, ces nouvelles features produits. Tout est très bien détaillé, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et bien évidemment, comme d'habitude, on est à votre disposition pour en discuter. On est toujours très preneur de feedback, donc positif comme négatif. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire si vous trouvez que les idées sont bonnes ou s'il y a des choses qui vous semblent hors sol. Et on en discute pour améliorer ça au fur et à mesure et qu'on ait tous la même mission de trouver des nouvelles manières d'apprendre et faciliter l'apprentissage et la transmission. Mais si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous êtes aussi alignés sur ces sujets. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et merci d'avoir été. Merci Julien. Merci à tout le monde. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline demain matin. Merci beaucoup. Bon après-midi. Salut Merci Julien. Christophe. Ciao. Salut. Ciao.